Sais-tu ce que c'est le rap français? Sais-tu ce qu'est le rap français? Sais-tu ce qu'est le rap français? Sais-tu ce qu'est le rap français? T'es sur RC2, sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? C'est ça. En tout cas, bon, Medine, hein, voilà, un artiste qu'on présente plus, qu'on n'a plus à présenter, et qui est venu dans les studios du 944 parce qu'en début de semaine, tu as fait quelque chose. Je me réveille le lundi matin, je regarde un petit peu l'actualité rap, et je vois quoi? Un EP de Medine, des mineurs comme ça, paf! Un peu comme tous les aficionados, là, tout le monde surpris, personne qui s'y attendait, c'est ça. Premier truc sur tous les réseaux sociaux, lundi matin, partout. J'ai fait ma Beyoncé. Voilà, exactement, sorti en une nuit. C'est ce que tout le monde me dit, mais en réalité, c'est un truc que beaucoup font avec les mixtapes aux États-Unis. Ils balancent leur truc dans la nuit, et même ici en France, t'avais des gars comme Gradure et tout qui balancent des mixtapes, voilà, et ils se réveillent la nuit, je sais pas, et t'as un coup de son et tu te dis vas-y, je balance la mixtape, et c'est pour le public avant tout. Mais pourquoi t'as fait ce EP sans réelle pré-communication, on va dire? On enlève une pression. On enlève une pression, et puis c'était aussi un peu pour marquer, tu sais, ma séparation avec la maison de disques Because. Ça me rassure que je puisse encore contrôler toutes les étapes de ma musique. Et si je peux me permettre de balancer un projet comme ça sur le net de façon intempestive, sans prévision, par surprise, ça veut dire que je maîtrise encore ma musique. J'ai besoin de ce genre de petits symboles pour me rassurer que je suis un vrai indépendant et je fais ce que je veux. D'ailleurs, on va dire que ça a été réellement une surprise dans le sens où, en ce moment, il y a vraiment beaucoup de projets qui sortent. Il y a l'album de Youssoupha, il y a Mac Taylor qui est sorti il y a quelques semaines. T'as également, pas Nekfeu, mais comment dirais-je, j'ai un trou de mémoire. Il y a un membre de 1995 qui a sorti un album. Sneezy qui voilà. a sorti, Nekfeu qui sort le 8, qui sort très très prochainement. Et j'en passe. Et toi, d'un seul coup, bam, t'arrives avec ce projet des mineurs. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de monde le 25. Il n'y avait personne qui sortait. Il y avait que DJ Amida qui sortait un projet. Je me suis dit tiens, vas-y, je vais me faufiler ici. Je la sens bien en fin de mois comme ça, et on l'a balancé. Le petit supercut à la Mayweather, quoi. Donc en fait, c'est même plus au mois, c'est aux semaines. Tellement Ouais, voilà, exactement. Mais c'est riche, ça tant mieux. Mais c'est très chargé l'actualité rap français en ce moment. C'est vraiment très chargé. Et c'est pas pour me déplaire, hein. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que voilà, il y a une espèce d'embouteillage qui se crée. Mais on rentre dans une nouvelle ère encore. Voilà, c'est des cycles. On est passé par des périodes en 2013 qui correspondaient à une couleur. 2014, c'était une autre couleur. 2015, c'en est encore une autre. Et le fait que ce soit très productif en 2015, ça va vraiment entériner cette couleur, cette nouvelle couleur. Yes, on n'a pas arrêté de le répéter depuis le début de l'année, c'est vrai. Alors, depuis septembre-octobre 2014, on a peut-être eu une vingtaine de gros projets qui sont sortis. Dans le lot, il y en a quand même une dizaine qui sont vraiment de grosse qualité. Donc on a été pas mal servi. Justement, tu parles de couleurs de musique au fur et à mesure. La question qui va te revenir directement. Mendes, il a trouvé un bon petit truc, un bon parallèle. On a rigolé tout à l'heure. T'as fait de la medrill. Ah, c'est pas mal ça. Elle est pas mal, hein. Ouais, toujours aussi gros punchliner. Hein. Par contre, comme vous m'avez piqué, sais-tu ce qu'est le rap français, ça je vais te le piquer. Il n'y a pas de souci, c'est cadeau, je te l'offre. C'est vrai, puisque quand j'ai écouté on va dire les inédits, j'ai dit ça, c'est Medine, il s'exerce, il a imposé un nouveau truc, un nouveau flow. C'est ce qui sort en ce moment, c'est la drill, quoi, en gros. Je me suis inspiré de Je t'ai inspiré de tout ça. Mais on va dire quelque part, t'avais pas un peu peur que les gens ils disent tiens, regarde, il est en train de faire ce que tout le monde fait. Il y a toujours le fond, mais au niveau de la forme, c'est un peu ce que tout le monde fait en termes de flow. T'avais pas peur un peu qu'on t'attaque là-dessus? T'as répondu à ta question en fait en me la posant. Il y a toujours le fond, c'est ce que tu as dit. Et c'est le dénominateur commun, moi, de tous mes albums. Et jamais il y a des morceaux qui ressemblent à d'autres. Sur tous mes albums, tu vois qu'il y a une prise de risque, une évolution. J'aime pas rester dans ma zone de confort. C'est de servir du Made in, parce que les gens attendent du Made in sous cette forme-là. Pensent que le rap conscient ne peut avoir qu'une seule forme. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un homme de l'actualité, un homme de terrain. Dans ma modernité, je ne suis pas un passéiste, un dinosaure qui vit dans le passé. Et forcément, je m'inspire des courants actuels. Aujourd'hui, c'est le drill, le trap, etc. Demain, ce sera autre chose et je passerai certainement à autre chose. Le dénominateur commun étant le fond, étant le texte, le message le texte à message plutôt. Yes, 10 titres, 4 inédits, on va compter Speaker Corner comme un inédit dedans qui était sorti juste avant. Les autres que tu as rajoutés, c'est tous les titres qui étaient sortis, on va dire, depuis été 2014 que tu as rassemblé. En vrai, c'est tous des inédits en vrai. Parce que j'avais jamais commercialisé ces morceaux, ouais, je les avais pas mis sur des plateformes.
J'en avais fait certains des clips, d'autres c'était des vidéos YouTube. C'était des morceaux qui n'appartenaient pas à un projet à proprement dit. Et là, de les avoir réunis, ça donne une cohérence. Parce que j'avais vraiment le but d'en faire un projet au final. Ouais. Certains entendaient le morceau MC Soral il y a plus d'1 an, se disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, je comprends rien. D'autres ont entendu le morceau Don't Like, putain il rappe différemment, je comprends pas. D'avoir réuni tous ces morceaux, ça donne une cohérence et au fond et à la forme. Yes. Et on sent justement dans les derniers, on va dire ceux qui étaient vraiment pas sortis, qui sont arrivés que sur ce projet-là, on sent une fraîcheur dans l'écriture, dans le sens où tu te sens imprégné de l'actualité vraiment de ces dernières semaines, si ce n'est de ces derniers jours. C'est des titres que t'as fait très très récemment, que t'as mis en boîte et que t'as balancé dans la foulée, ça se compte vraiment en semaine quoi. Après les événements de Charlie Hebdo en fait, j'étais en train d'écrire à ce moment-là et j'ai vu tout le débat s'accélérer derrière, des débats qui étaient explosifs. J'ai même été embarqué moi là-dedans avec mon morceau Don't Like qui parlait de la laïcité là justement, et on a essayé de m'essentialiser comme étant un prédicateur des quartiers qui voudrait influencer les gens à se radicaliser un peu plus. Or ces mêmes personnes ont oublié qu'en 2005 je sortais un album qui s'intitulait Djihad, le plus grand combat est contre soi-même, et qui visait justement à redéfinir ce qu'était le djihad dans sa sémantique et dans son sens conventionnel, à destination de ceux qui essentialisent les musulmans et à destination de ceux qui ont peut-être une tendance à vouloir se radicaliser. Ça c'était en 2005, donc les gars vous avez 10 ans de retard. Mais toujours est-il, c'est vrai que c'est très imprégné de l'actualité et que je l'ai fait dans l'urgence là ce projet. C'est comme ça que j'aime travailler. J'ai réalisé le clip qui est sorti hier, la Reboot. J'ai aidé à le réaliser en 4 jours. On s'est dit allez les gars, faut sortir un clip là dans quelques temps. On a mis sur pied une scène, plusieurs scènes même, un casting, un scénario en 4 jours. J'aime travailler moi dans l'urgence. D'ailleurs, dans les derniers clips que tu as sortis, Speaker Corner et Reboot, on voit que tu es revenu avec un côté très street. Ça veut dire que sur les deux clips, quand on regarde bien, c'est des clips qui sont tournés dans la rue. C'est le côté vivant de la street, pas le côté négatif en fait. Puisque déjà, Reboot, il y a le côté barbecue, festif, on partage des choses avec un truc super conscient. Et à la fin, notamment sur le clip Reboot, il y a un gros message puisqu'on te voit avec un Karcher. Et là, c'est vraiment l'actualité pure, puisque je ne vais pas débattre de politique là à l'antenne. Mais tu peux nous parler un petit peu de cette fin de clip avec, on voit des visages sur un mur, notamment ceux de Zied et Bouna, on voit le visage de Youssoupha. Et la troisième personne, j'ai oublié le Malcolm X, Tariq Ramadan, voilà. C'est autant de symboles qui recouvrent les bouches des populistes actuellement. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que je suis content que tu aies remarqué qu'il y ait une imagerie un peu street et qu'on soit revenu un peu à la source. Parce que c'est ça aussi, tu sais, j'ai pris le temps de voyager entre mes albums, j'ai pris le temps de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, de sortir du quartier, d'aller dans un autre univers, de discuter avec une autre classe sociale, avec l'élite même de ce pays. J'ai eu ce privilège-là. Parce que je pratique un métier qui est culturel et qui peut m'emmener à discuter de tout avec tout type de personnes. Et en me rendant compte, au cours de mon aventure entre guillemets, je me suis rendu compte que en vrai, ceux qui influencent le plus, ceux où est-ce qu'il y a le moins de manières, ceux où est-ce qu'on a une relation directe, sincère, épuré, parfois même de maniérisme, et bien c'est dans la rue, là c'est dans le quartier, et c'est là où est-ce que je me sens le mieux. J'ai rencontré des gens qui prétendaient être des philanthropes, aimer le quartier, etc. Alors qu'ils ont passé seulement 2 semaines à enseigner dans un lycée à Aubervilliers. Ils se sont fait une petite frayeur et ils se sont dit ouais, c'est bon, je connais la rue, etc. Mais bouge de là mon gars, tu connais pas la rue. Tu sais pas ce que c'est d'avoir des frères et de subir une condition, une injustice à l'échelle nationale, une injustice organisée, une injustice voulue, subventionnée même à certains moments. Tu sais pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas non plus de savoir ou de vivre une situation d'injustice pour pouvoir en parler. Tout le monde a la légitimité de pouvoir parler. Mais ceux qui en ont plus la légitimité, c'est ceux qui y vivent. Et moi, j'habite à Coquerioville aujourd'hui. C'est encore un quartier populaire. Je vois mon quartier qui est en proie au populisme, qui est en proie à pas mal de choses qui sont des venins et des poisons. Or,
même avec, tu sais, avec le commerce parallèle, avec les violences urbaines, etc. Mais il y a aussi des populistes qui rajoutent un peu de flamme là-dessus, un peu d'essence sur les flammes. Et ça me bouffe profondément parce qu'ils n'ont aucune légitimité et ils surfent sur nos frustrations. Donc à la fin de ce clip, le message il est clair, c'est de karchériser clairement, d'assainir le débat public et le débat national, de ceux qui se permettent de parler sur les classes populaires au quotidien en nous rendant responsables de tout un tas de choses. Donc je les karchérise et parfois même je remplace par de véritables leaders, d'autres leaders, des gens qui comptent vraiment dans le débat public et qui méritent d'être entendus un peu plus. D'ailleurs, on va dire c'est un peu ce que tu défends dans le morceau Des mineurs en fait. C'est un peu le thème de tout ça, puisque tu parles des personnes qui, entre guillemets, se désignent porte-parole d'une cause ou se désignent, entre guillemets, experts ou spécialistes de certains thèmes et qui, au final, ne sont que des usurpateurs, c'est ça en fait. Moi, j'ai souffert, tu sais, du paternalisme un peu. Voilà, on a voulu essayer de me faire la leçon. Tu vois, et toutes ces tendances à vouloir nous faire la leçon. Non, vous, jeunes de banlieue, vous n'avez peut-être pas l'outil nécessaire pour ne pas vous radicaliser. Donc, évitez d'aller écouter certains discours. Et puis, venez avec moi, c'est moi la main du bon Saint-Bernard qui va vous guider. Tu sais, plein de prétentions dans des pseudo-intellectuels, dans certains intellectuels, plein de prétentions dans certains médias, dans certains politiques, dans certaines associations, des gens qui nous ressemblent aussi, qui prétendent vouloir nous sortir d'une certaine condition. En réalité, ils sont en train de s'en foutre plein les fouilles à coups de subventions, etc. Aujourd'hui, le mot d'ordre, il est clair. Moi, pour moi-même, pour mon entourage, pour mon quartier, dans ma musique, ça se ressent, c'est l'éducation populaire. Je m'autodétermine. Avec le peu de connaissances que j'ai, j'essaie de descendre dans les rues et de le donner directement pour qu'on s'émancipe. Et qu'on s'émancipe de ces chaînes qui sont à la fois matérielles et à la fois spirituelles et psychologiques, idéologiques. Voilà. Mais ce truc-là, en plus, c'est pas d'aujourd'hui. Arabian Panther, c'était à 5-6 ans. Je me rappelle, à l'époque, dans le livret, t'avais rajouté un fascicule en plus où, justement, t'appelais justement tous les jeunes, tous les gens à se rassembler un petit peu à la manière de ce que les Black Panthers avaient fait à l'époque. Chez toi, de ton côté, ça a donné la création de la Don't Panic Team. Il y a eu d'autres choses qui ont été créées au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a LSA Act qui a été fait récemment aussi? Il y a Havre de Savoir qui a été développé à ce moment-là aussi. Est-ce que, du coup, je suppose que tu continues à développer toutes ces choses-là pour ton quartier aujourd'hui? Et je voulais parler un petit peu justement de la Don't Panic Team, que t'en parles, de savoir d'où vous êtes parti, que vous êtes sorti, à quel niveau vous êtes arrivé aux compétitions nationales aussi aujourd'hui. Tu sais, l'engagement, ça n'est pas un créneau, c'est pas un marché pour moi. Je me suis pas dit, tiens, le marché du rap apologiste, le marché du rap bling bling, etc., il est bouché. Alors faut que je trouve absolument où pouvoir m'adapter et pouvoir m'embusquer pour pouvoir faire quelque chose de concret. J'ai pas eu cette démarche-là. C'est arrivé un moment dans ma vie de jeune adulte, je me suis conscientisé. Et il se trouvait que j'étais aussi un rappeur, je pratiquais le rap. Au début, quand je rappais, je n'avais aucune conscience politique. C'était vraiment l'amour des textes, l'amour des mots, et on essaie d'être le meilleur et de briller via la langue française. Et ensuite, vu que je me suis conscientisé, moi, dans ma vie d'homme, forcément, mon art a la prétention là, de se conscientiser. Donc, il n'y a pas d'arnaque. Je ne suis pas en train d'essayer de tricher et de dire, voilà, c'est un créneau dans le rap et je sais que ça va ratisser large. Il n'y a pas trop de monde dans le rap conscient, j'ai encore un espoir. Non. Je suis actif, moi. Je suis un acteur associatif. Je suis président d'association. Je suis ambassadeur pour certaines causes. Je me bouge pour d'autres causes. J'essaie de me rendre utile au maximum. Ça n'est absolument pas un... Je m'entends plus, c'est normal? Non, mais nous on t'entend très bien, t'inquiète pas. Ça n'est absolument pas un créneau que j'ai choisi ou quoi que ce soit. Tu me parlais de Don't Panic Team. C'est une asso qui, au départ, n'avait vraiment aucune prétention. C'était, on a besoin d'un créneau pour pouvoir pratiquer un peu de sport de combat en l'occurrence, boxe anglaise et grappling. Et derrière, il nous fallait une structure juridique pour prétendre à ces créneaux-là. Puis il y avait l'association Don't Panic qui traînait, que j'avais créée en 2009 et avec laquelle je n'avais vraiment pas fait grand-chose. Et puis de fil en aiguille, voilà, créneau, club de boxe, des entraîneurs, des gens qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus assidus. Puis après on développe un peu la philosophie, on revient à la philosophie originale de Don't Panic qui essayait de lutter contre les différentes peurs.
Et puis, comment lutter contre les différentes peurs dans un sport de combat? Bah, c'est simple en fait, on travaille sur l'individu. Au lieu de dire aux autres, n'ayez pas peur, on se dit à soi-même, n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur, je monte sur le ring, j'affronte un adversaire. Je dépasse là, cette peur-là. Ça me permet de mieux appréhender les choses. C'est un peu la philosophie de Don't Panic Team. Yes. Moi, je voudrais revenir un peu plus sur le EP, hein, puisque tu as mis sur cet EP figure le morceau Alix. Tu avais déjà fait un hommage, on va dire, à Kerry James sur le morceau Lecture aléatoire. Et on va dire, au fur et à mesure que ta carrière a avancé, pourquoi tu t'es dit, bah tiens, je vais rendre hommage une fois de plus à Kerry James? Moi, j'ai plus ou moins la réponse, mais je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui est assez rare dans le rap français en général. Les autres MC ils ne rendent pas d'hommage à d'autres artistes. Mais toi, de ce côté-là, on va dire, tu as fait un double hommage à cet artiste qui est Kerry James. Et notamment, maintenant, il apparaît également sur un projet, sur cette EP, en fait. Je voulais montrer qu'il y a du respect dans cette discipline. Qu'au-delà des clashs, etc., il y a du respect entre des artistes. Moi, je me revendique d'une filiation, d'une tradition d'artistes et de rappeurs. C'est pas moi qui ai inventé le rap conscient. D'ailleurs, rap conscient, je me définis même pas comme ça. Ça, c'est un truc de journaliste. C'est pas moi qui ai inventé ce type de rap, cette façon de rapper. Il y a des pairs avant moi. Et parmi eux, il y a Kerry James qui m'a le plus marqué profondément sur le plan artistique, mais aussi sur le plan humain. Kerry James m'a influencé, m'a redonné de l'espoir en ma spiritualité, en mon éducation, sur le plan scolaire. Voilà, ça a été quelqu'un qui a joué un rôle important là dans ma vie de façon générale. Puis est venue ma rencontre avec lui. On est devenus des amis, on est devenus des proches. J'ai rencontré l'homme, j'ai rencontré Ali. J'ai appris aussi à connaître l'histoire de Alix, celle qui précédait sa conversion. Voilà, et je me suis rendu compte que il manquait de fraternité dans ce milieu. Ça manque criamment. Chacun sort ses albums droit dans nos bottes. On fait nos projets. De temps en temps, on se réunit. On fait un featuring, on fait un concert ou deux ensemble, etc. Mais il n'y a jamais eu d'hommage profond. Il n'y a jamais eu de remise en question et qui redonne tout son sens à cette discipline, à ce hip-hop, à ces valeurs-là du hip-hop. Voilà, moi, je suis profondément quelqu'un qui aime ce mouvement. J'entends tout le monde dire fuck le hip-hop, voilà, l'important c'est de faire du bif et après je me casse, etc. Respecte le rap, mon gars. Respecte-le. Il a éduqué des gens, il t'a peut-être permis de te sortir de ta misère du quotidien et puis il va peut-être continuer à créer des carrières. Respecte le rap et respecte le hip-hop. Et ma façon à moi de respecter le rap et le hip-hop, c'est de rendre hommage à quelqu'un qui m'a influencé. Alix Mathurin, Ali et Kerry James. Ok. D'ailleurs, tu parlais de tout ce côté positif qu'a pu t'apporter le rap. Dernièrement, vous avez fait un concert organisé par DC's, Who is Malcolm X, qui a réuni pas mal d'artistes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu l'ambiance qui régnait entre les artistes ce jour-là et le public, comment ça s'est passé? Puisque en fouinant un peu sur le net, un peu partout, j'ai pas réussi à trouver des images, des machins, des trucs. Donc je me suis dit, bon, vu que Medine il passe ce soir, il va pouvoir nous en parler et faire partager ça à nos auditeurs. Concert qui était complet, il faut le rappeler, ouais. Qui était blindé. En fait, juste pour rappeler le contexte, c'est un concert qui s'est créé, qui a eu lieu le jour des 90 ans de Malcolm X. Malcolm X aurait eu 90 ans là ce jour-là. Et donc c'était organisé par DC's, à l'initiative de DC's, qui lui a été mandaté par les ayants droit de Malcolm X pour pouvoir rééditer son autobiographie, qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui. Donc c'était symboliquement très fort. Malcolm X étant un livre qui m'a bouleversé, moi, dans l'autobiographie précisément, qui m'a bouleversé. Je l'ai lu à l'âge de 18 ans. Je travaillais à Dresser. Toi, tu connais Dresser? Ouais, on connaît. Quand on habite dans l'agglo, voilà. Juste au Havre, de toute façon, c'est des entreprises je travaillais là-bas, voilà, je faisais mon stage d'été. Et c'est mon père qui travaillait là-bas. Et en fait, là, le midi, j'ai un souvenir. Je mangeais très rapidement en 5 minutes. Et il me restait une cinquantaine de minutes pour pouvoir bouquiner. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à bouquiner l'autobiographie de Malcolm X, qui m'a bouleversé profondément. Ça m'a remis en question sur beaucoup de choses. Et de voir un rappeur de faire ça aujourd'hui, en 2015, de vouloir rééditer l'autobiographie parce qu'elle ne se trouve plus, c'est obligé d'y être.
C'est obligé. Là, c'est une obligation. C'est un devoir pour moi. Au-delà du fait que même s'il ne m'avait pas invité là d'ici, je pense que j'aurais été dans le public. J'aurais été de ceux qui payent sa place pour financer ce genre de choses. Et ça s'est très bien placé. C'était pas un concert préfabriqué. Il y avait vraiment du discours construit entre les morceaux. Voilà, là, les artistes, on était beaucoup, donc on n'a pas pu tous discuter et se croiser ensemble. Toujours est-il, c'est qu'on soutenait l'initiative, qu'on était derrière DC's et qu'au final, c'est une très bonne opération. Maintenant, j'entends les critiques aussi à droite à gauche de est-ce qu'on est vraiment dans la mémoire de Malcolm X ? Est-ce qu'on n'est pas en train de castrer ce personnage, sa mémoire, son combat, qui était autre chose que simplement des valeurs un peu caricaturales, tu sais, de l'unité, etc. Non, Malcolm X était beaucoup plus précis, beaucoup plus profond. Voilà, toujours est-il, c'est qu'on a fait une première initiative, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, que ceux qui lisent l'autobiographie vont aller aussi lire un autre bouquin qui s'appelle Le Pouvoir Noir, qui est bien meilleur encore pour moi, là selon moi, qui est la compilation de pas mal de ces discours. Voilà, on est dans une démarche qui vaut ce qu'elle vaut, mais on commence, j'espère que ça va durer. Et donc, d'ailleurs, ce EP, tu vas le défendre sur scène ou comment ça va se passer pour la suite ? Forcément, on va faire quelques concerts qui sont déjà en train de se caler pour la rentrée, à partir de la rentrée. Même on vous prépare une bonne petite surprise d'ailleurs. Je pense qu'on va venir à Rouen, chez vous là. On va venir dans la région avec un concert très différent. Ah ouais, donc j'espère qu'on sera prévenu cette fois-ci, hein. Tu ne fais pas le coup du EP parce que sinon là... Justement, je pense que ça va être fidèle à la mise en ligne du EP. Ok. Ah ouais, le truc qui va arriver comme ça de nulle part. Tu vas avoir un concert dans ta chambre sans 130. Il y a Brave qui a lancé le truc justement pour rester dans le délire d'In Records, voilà. Comme ça sur Twitter, qui a commencé à balancer à 2-3 personnes comme ça des nouveaux concepts, ouais. Concerts en appart comme ça directement. Si ça intéresse vos auditeurs, il suffit d'aller sur le site de Dean Records et vous allez envoyer, je crois, un message à Rémi et il va vous organiser un concert dans votre salon. Vous lui redonnez du taf à Remos par-dessus, là, il va être blindé là. Avec Mino, REDK, Medine et j'en passe. Rémi, il est surchargé d'ailleurs au passage, on passe un gros big up. Yes. Parce qu'on va dire il cherche à avoir une barbe en ce moment. Ah ouais. Ça veut pas pousser. Il se sent un peu la dernière roue du carrosse d'In Records où voilà, il est entre pilosité surdéveloppée. On lui souhaite bonne chance. J'ai vu que même DC avait développé la pilosité au fur et à mesure. C'est du poil robuste. C'est un vrai Ragnar Lothbrok. Exactement. Là justement, on vient de s'écouter 2 extraits, Reboot et Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi, moi c'est mon petit coup de cœur de l'EP. On va dire, ça se ressentait de toute façon, avec tous les virages que tu as pris au fur et à mesure, on peut se le dire, tu as perdu une partie de ton public de départ et comme tu le dénonces aussi, comme tu le dis, des gens que tu as toi-même éduqués à certaines choses qui te relancent la pierre aujourd'hui, donc c'est un petit coup de pouce et une petite réponse à tous ces gens-là. Ça, ils faisaient pas partie de mon public, ces gens-là, qui sont visés dans le morceau Fais gaffe à toi. C'est vraiment les gens qui justement ne connaissent pas vraiment grand-chose de la carrière, qui sont là, qui regardent un peu de loin et qui sont très portés sur la critique. Parmi eux, il y a des frères de spiritualité. Parmi eux, il y a des frères d'origine qui aujourd'hui ont une bonne place et se prennent un peu ils se prennent calife à la place du calife. Et puis il y a aussi toute cette pseudo-dissidence, tu sais, qui s'est installée sur le net, qui a fini par gangréner la tête de nos jeunes et finir par leur raconter n'importe quoi, qui se prétendent spécialistes d'eux, mais t'as fait quoi pour être spécialiste d'eux? C'est quoi ton bagage, mon gars? T'as juste, pardonne-moi de l'expression, t'as juste ton matos et ton couteau? Non, écoute, fais tes preuves et puis avance de vrais arguments, ne fais pas de fabulation. Les dérives du net étaient nouveaux, les réseaux sociaux justement, le contrepoids du fait que tout le monde puisse s'exprimer, des fois un petit peu pour dire n'importe quoi, on a pu voir. J'invite les gens à aller consulter ton Facebook régulièrement, on peut aller trouver pas mal de choses dans les commentaires, il y a tout. Les gens se battent pour des trucs hallucinants, mais allez checker de vous-même. Moi c'était mon petit coup de cœur de l'album. Et Reboot, juste, moi je voulais revenir dessus aussi. Tu parlais, le clip est sorti la semaine dernière. Tu parlais justement il est sorti là il y a quelques jours. Lundi, c'est lundi.
Hier, Ouais, c'est justement. hier en même temps. Ouais, moi, je suis déjà. Mais j'ai sorti Speaker Corner la C'est semaine Speaker dernière. Corner qui était sorti la semaine dernière. On parlait de ce côté street justement qu'on retrouve dans ce clip-là. Avant, t'as 3 personnes qui gravitent autour de toi pour la réalisation des clips. Il y a Brave via Horizon Design, Naïm, Von Pibbs aussi qui est avec toi justement sur tous ces clips assez street qu'on trouvait maintenant. Et Florin de France qui a rejoint régulièrement, qui réalise pas mal de vos clips maintenant, et gros big up à lui aussi. Je rajouterai une personne, c'est Alexis Delahaye. C'est lui qui a commencé à faire nos premiers clips. Qu'il a de, ouais. Tous les premiers clips de 11 septembre, Djihad et tout, là c'était lui. Et vraiment, je garde un très bon souvenir du travail que j'ai pu faire parce que lui, c'est un véritable réalisateur. Il y a des clipmakers aujourd'hui qui sont spécialisés dans le clip, qui sont vraiment très forts. Alexis Delahaye, c'est un réalisateur. Il vient de sortir un documentaire sur les démineurs, les démineurs noirs voilà. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Donc ça m'a inspiré aussi ce travail-là. Yes, et justement, je voulais savoir un petit peu comment tu sélectionnes en général par rapport au son, quelle personne va aller clipper, qui tu vas privilégier sur un clip comme Reboot. Justement, je me serais attendu à une réalisation à Naïm à la réal parce que c'est un petit peu justement lui qui prenait tous ses clips côté street. Donc comment ça se fait ces choix Naïm, dans ces cas-là? il est toujours là. Sur n'importe quel genre de clip, il est toujours là, il met son empreinte, sa griffe. C'est lui-même qui parfois scénarise, co-scénarise, qui amène sa propre logistique. Par exemple, là, le camion sur Reboot, c'est son idée. Le quartier dans lequel on est, le bois de Bléville, c'est un terrain sur lequel Naïm est régulièrement et souvent. Donc c'est en grande majorité grâce à lui qu'on arrive à avoir cette imagerie très street, voilà, la très urbaine. Il est vraiment le garant de ça, Naïm. D'ailleurs, on va revenir sur le morceau Fais gaffe à toi. Il y a une petite mesure où tu fais un petit clin d'œil que j'ai vraiment remarqué. Je me suis dit non, franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est un petit clin d'œil que tu as fait à Lefa et Salif. Yes. Ce petit côté nostalgique. Il y a d'autres MC aussi comme ça que, on va dire, entre guillemets, Ouais, qui manquent à ce game. Il y en a plein. Il y a Jams, il y a Fab. Qui est-ce que je vais pouvoir te citer encore? En plus, là, l'autre fois, je m'amusais à faire un peu le listing de ces rappeurs qui sont partis pour des raisons dites religieuses et qui manquent criamment, je trouve, moi, à ce game-là, qui aurait une grande efficacité. Je crois que quelqu'un comme Jams, aujourd'hui, je la préfère sur un album que dans un bouquin. Ouais, c'est vrai que. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pareil, lors de l'interview, j'étais très. Je la préfère sur un album que dans une émission sur TF1. Voilà, je trouvais qu'elle avait de la précision, de la technique, de l'aura. Aujourd'hui, voilà, c'est des bouquins et tout le monde ne lit pas. Si tu parles d'efficacité, de ratio pour faire passer un message, le culturel, la musique, en l'occurrence, c'est ce qui rentre dans les voitures, c'est ce qui rentre dans les chambres d'adolescents, c'est ce qui rentre dans les téléphones. On est toujours connecté aujourd'hui. Donc, si c'est le message vraiment que tu veux faire passer, il n'y a pas de meilleur moyen en réalité. Donc, je lance un message à Jams. Si tu veux nous rejoindre, Dean Records sera toujours Transfert. Non, Dean Records sera toujours ta maison. et je pensais que c'est un peu comme toi, et tu as raison de le souligner, parce que c'est les artistes qui donnent aussi toutes leurs lettres de noblesse à cet art, de par le message, parce qu'on oublie souvent aussi que les rappeurs sont un peu les porte-paroles des défavorisés, des personnes de cité, enfin des personnes qui ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas forcément dire ce qu'ils ont à dire. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est des artistes. On comprend le clin d'œil, et tu as tout à fait raison, et c'est aussi ce qui m'étonne, en tout cas quand je lis, parce que toi tu as aussi réussi à, d'abord dans un premier point, ne pas abandonner, mais aussi à rester dans la tendance. Parce que moi, je suis un danseur, ça fait que j'écoute énormément de musique, et j'entends certains grains qui viennent de ci, de là, que tu as réussi à tourner à ta manière, à exploiter. Et c'est aussi quelque chose que je trouve très fort. Et comment tu fais pour trouver cette inspiration-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués dans leur univers et figés dans leur truc, mais qui n'arrivent pas à voir ce qui est de bon ailleurs pour faire évoluer leur truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je fais beaucoup de remises en question dans ma vie personnelle déjà. J'essaie de me remettre en question sur où est-ce que j'en suis intellectuellement, où est-ce que j'en suis spirituellement. Donc forcément, cette gymnastique de se remettre en question, j'essaie de l'appliquer à mon art. Et je me rends compte que dans le rap, si t'as pas de remise en question, tu finis par être bloqué, coincé dans un truc un peu bobo, passéiste, etc. Que le rap conscient ne doit avoir qu'une seule forme, ça doit être un beat classique, binaire, avec du violon et du piano. Mais non, gros, si le rap conscient sonne sur de la drill et du trap, mais adapte-le, qu'est-ce qui t'en coûte ? Ouais, mais non, la drill, le trap, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de vulgarité. Tous les signaux qu'on en a aujourd'hui, c'est toujours des signaux péjoratifs qui font l'apologie de ça. Mais avec un couteau, mon gars, tu coupes de la viande ou tu poignardes un mec.
Tu coupes de la viande et tu te nourris avec un couteau. Voilà, c'est l'outil. Ça reste un outil. Ne pas confondre le contenant et le contenu. C'est important selon moi de sortir de ces logiques un peu passéistes. Voilà, ça fait partie aussi d'une forme d'aliénation, là, comme je disais en début tout à l'heure, qu'il fallait s'émanciper. Il faut s'émanciper aussi de nos propres considérations, de ce qu'on pense étant comme figé, qui ne peut pas évoluer. Voilà, pour moi le rap évolue dans sa forme. Le dénominateur commun à tous mes albums, c'est le message, c'est l'engagement, c'est la volonté de se rendre utile. C'est ça le dénominateur commun. Ça ok, on n'y touche pas. Par contre, la forme, on peut l'adapter. Juste, je me permets, je suis d'accord avec ce que Medine disait par rapport à Diams. Et moi, j'avais une petite question pour Medine. À quand une rappeuse dans Dean Record? Bah écoute, ce sera Diams. Ce sera Diams ou son père. Ce sera avec ou sans Diams. Mais ce sera Diams, avant tout. Vraiment. Enfin, mais je trouve que dans le rap français, il manque vraiment le rap féminin. Oh, attention, l'ADA. L'ADA je sais est très pas très ce que dangereuse. vous en pensez, mais ça fait partie des rappeuses, moi, Elle m'impressionne. Là, en ce moment, il y a des morceaux qui passent au studio parce que Proof bidouille un peu son projet. Je suis très impressionné, moi, par la bonne femme. Ça, c'est un petit indice, ça. Mais bon, je dirais rien. J'ai un peu trop parlé, mais c'est pas grave. C'était en off, ça, on n'en a pas parlé en on. Mais bon, j'ai gardé ça pour moi. Au passage, je voulais revenir un peu sur l'année 2015. On va dire que c'était une année assez prolifique. On a eu le retour de grands noms, hein, Lino, Mac Taylor. Il y a eu l'album de Cynic. Je conseille aux auditeurs d'écouter l'album de Cynic parce qu'il est vraiment très très bon. Il n'a pas été assez médiatisé, je trouve. Et c'est vraiment un très bon album. Youssoupha, Boubacaré, j'en passe. Il y a eu des belles surprises aussi. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique? T'as oublié Brave dans ta liste. Brave, oui, Brave. Ah ouais, faut être chauvin, c'est vrai, il y a Brave. Mais même, j'ai d'autres noms hein, dans la session lyrique du 7-6, mais vous inquiétez pas. C'est une liste non exhaustive. Ouais, ça c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses en fait de cette dynamique qu'il y a actuellement? Déjà en termes de vente, on va dire le rap ça se vend bien actuellement. Mais en termes de productivité, etc., la qualité aussi de ce rap français à l'heure actuelle, tu penses qu'on est reparti sur une très bonne dynamique au niveau de la scène rap français? Ouais, je pense que très sincèrement, on est en train d'intégrer tous que la productivité, c'est la clé. On est en train d'intégrer que la concurrence améliore la qualité des morceaux. Parce qu'on voit tous nos concurrents, hein, là ça c'est une réalité, les autres rappeurs sont soit nos confrères, soit nos amis, copains, la copinage, etc. Soit ce sont nos concurrents. Toujours dans un bon esprit, hein, on parle de concurrence et on ne parle pas d'adversité ou de quelque chose de malsain, comme il y a pu y avoir avec les clashs. Et cette concurrence-là crée une espèce d'émulation où tout le monde se dit il faut que je désaxe, il faut que j'améliore, il faut que je change de technique, de flow. Moi, ça a été mon cas. Je te dis ça parce que j'ai mis longtemps avant d'avoir cette forme qu'il y a sur le projet là, de Démineur. J'ai sorti mon dernier album moi, en 2013, en juin 2013. Ça va faire 2 ans. Et 2 ans, c'est trop long aujourd'hui. C'est trop long pour imposer un rythme et imposer même un message, un univers. C'est trop long. J'espère que je vais ressortir un album très rapidement derrière ce Démineur. Parce que j'ai trouvé en quelque sorte une façon de travailler aujourd'hui où c'est la musique qui m'inspire beaucoup et qui m'élance. La musique, c'est un peu le starter que tu allumes, les gros beats de Bulletproof qui résonnent là dans le studio. Tiens, on se dit, c'est ça qu'il me faut. Et tu te mets à écrire dessus, tu fais une erreur, 2 erreurs, et puis à la 3e, ça devient bon, à la 4e, c'est encore meilleur, à la 5e, tout le monde se met à kiffer. Ok, c'est bon, on y va, on sort un album dans cette direction-là. Mais la concurrence, en tout cas, moi, je m'abreuve beaucoup à ça. J'écoute tout ce que les autres rappeurs font, et j'essaie d'être meilleur qu'eux. C'est ça la réalité, d'être meilleur qu'eux dans le bon mot, dans la punchline, dans l'écriture. J'essaie de me spécialiser dans mon propre domaine et de montrer que mon type de rap à moi, avec un message, peut être compétitif avec tous les autres types de rap. C'est ce que disait un peu Youssoupha dans les dernières interviews. Hein. Il cherche à être le meilleur. Voilà, il ne faut pas s'en cacher, mais on va dire, c'est une compétition saine. Quoi. C'est la base du hip-hop, hein, c'est la compétition. On en parlait tout à l'heure, que ça soit pour la danse, pour le rap, pour le DJing, pour les graffeurs. Ça reste une compétition aussi saine soit-elle à l'origine. Je ne veux pas te séduire. Je veux pas que tu dises ah ouais c'est bien ce qu'il fait, c'est cool.
Je veux que tu aies peur de moi. Je veux que tu sois terrifié en écoutant mes morceaux. Que tu te dises comment techniquement il est arrivé à ce niveau-là. Comment il a réussi à associer le texte qui raconte quelque chose, la punchline qui veut dire quelque chose avec du sens, et ce type de musique. Je veux que tu aies peur, je veux que tu trembles. J'ai une phrase qui symbolise un peu tout ça. On n'a pas su les séduire, alors on va les terrifier. C'est ma philosophie. Et on peut voir que ça a pas mal fonctionné parce que lundi, il y a double surprise quand même. Le fait que tu sortes l'EP comme ça, le fait que tu t'essayes un courant musical beaucoup plus moderne, et tu as fait quasiment l'unanimité par rapport au, justement, on parlait du fait où tu es assez décrié souvent, même par ta fanbase d'origine. Là, tu as mis quand même quasiment tout le monde d'accord en montrant qu'on savait faire de la trap ou de la drill consciente et dire des choses derrière, avoir un message à passer. Quand même. Il y a encore pas mal de gens qui sont assez réfractaires et qui ne me pensaient pas aller dans cette direction-là. D'ailleurs, c'est aussi l'un des points de divergence avec ma maison de disques précédente, Because, qui ne me voyait absolument pas sur ce créneau-là. Et là, j'en fais qu'à ma tête, tu sais. Moi, je sais ce qui est bon pour moi-même. Je suis très bien entouré depuis mon enfance. Alassane Konaté, Bulletproof, mon frère Naïm Van Peebles. Je suis très bien entouré depuis très longtemps. Ce sont eux, là, mes vrais conseillers. Si eux ne kiffent pas ma musique ou commencent à me dire c'est bien ce que tu fais mais j'écoute autre chose, je suis vexé de ça. Je suis vexé. Je veux faire de la musique pour moi-même et pour mes potes avant tout. Si les autres ils kiffent, tant mieux. S'ils kiffent pas parce qu'ils m'imaginent, ils me pensent encore dans un certain courant, sous une certaine forme, ils viendront au final. J'espère juste que certains d'entre eux ne tomberont pas dans la case de fais gaffe à toi, où finalement tu finis par chier où est-ce que t'as mangé. Pardonne-moi l'expression.